enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 6 décembre de l'an 2020, bonjour à tous et bon réveil dominical avec l'invité. L'invité reçoit ce jour Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Il est universitaire, avocat de formation, il est magistrat de profession, docteur en droit, procédurier, spécialité contentieux public et privé. Il a été président de la Cour suprême du Bénin de 1995 à 2000. Il a été membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont il fut le président de 2007 à 2010. Il a été élu député 3 fois, soit à la première, à la 4e et à la 8e législature. Il a été aussi sous le régime défunt, ancien ministre garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les institutions. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité politique nationale au Bénin, notamment la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la Constitution au Bénin. Les questions, entre autres, pour ne pas dire les grandes lignes, seront: est-ce qu'il y a un lien entre le calendrier judiciaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le calendrier électoral au Bénin? Comment s'effectue l'exécution des décisions de la justice internationale? Comment analyser la stratégie de l'opposition pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin? Quel est le sens de la réforme du système partisan? En fin d'émission, il nous fera part de ses appréciations de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du pays et l'intérêt de la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Bonjour à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Je rappelle que vous êtes également membre du présidium qui dirige le parti politique Union Progressiste. Je ne suis pas là à ce titre. Je suis là en tant qu'expert, en tant que juriste, théoricien et praticien de droit. Justement, en tant qu'expert, quelle est votre lecture de la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Oui, disons que quand j'ai lu le communiqué sur Facebook, sur les radios sociaux, dans un premier temps, j'ai pensé à un fake news. Je croyais que c'était parce que à la lecture de ce communiqué, c'est comme si je lisais un manifeste d'activistes des droits humains. Mais quand par la suite, sur plusieurs réseaux, le communiqué est passé et que j'ai vu des débats organisés par vos collègues en ligne, sur des télés, CICA TV, etc. Et que j'ai entendu des juristes, des avocats, des politologues opiner sur la décision. Je me suis dit que ce n'était pas... C'est du sérieux. C'était pas un fake news, donc c'était une décision d'une juridiction, notamment de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. Dans ces conditions, dont acte.
Cela dit, en universitaire, en théoricien et en praticien, par rapport à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je voudrais, dans un premier temps, faire un préliminaire d'ordre général et ensuite de nature procédurale pour permettre à vos téléspectateurs, Nos amis internautes également. et à nos amis internautes, les auditeurs, pour comprendre un certain nombre de choses, parce que le droit, et notamment la procédure pour les non-initiés, ça paraît un peu. Donc, il faut expliquer un certain nombre de choses et De façon détaillée. Et même donner des exemples terre à terre, hein, pour permettre aux Béninois, tous ceux qui nous écoutent, de savoir les enjeux de cette décision. Je ne voudrais pas parler d'agression juridique, mais je vais vous situer le contexte dans lequel tout cela se fait. Allez-y. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme, dans ses procédures, elle est anglo-saxonne. C'est la procédure anglo-saxonne. Nous, les francophones, c'est le système romano-germanique. Dans la procédure anglo-saxonne, quand une décision est rendue, un ou des juges membres de cette formation qui ont des positions minoritaires, ils sont d'accord, hein, puisque c'est une décision collégiale, c'est le plus grand nombre de... Même s'ils sont d'accord, ils prennent ce qu'on appelle, ils délivrent des opinions dissidentes ou des opinions individuelles. Et c'est produit comme une décision. C'est-à-dire que on fait savoir à tous ceux qui veulent, ceux qui ont lu la décision, pour qu'ils puissent lire également l'opinion individuelle ou l'opinion dissidente, pour comprendre un certain nombre de choses. Et je voudrais utiliser ça pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses, parce que dans cette cour-là, il n'y a pas de Béninois comme juge, pour qu'on puisse parler de patriotisme juridique, mais je vais vous lire, je vais extraire quelques éléments d'opinion dissidente concernant la Cour africaine de justice des droits de l'homme, pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Par rapport à cette décision-là. Et c'est par rapport à d'autres décisions antérieures à celle-ci. Mais c'est dans la même configuration, puisque vous avez parlé de calendrier judiciaire de la Cour et le calendrier électoral au Bénin, une sorte de télescopage. Et à la veille d'élection, vous avez une décision de la Cour africaine qui sort. Bon, on a déjà eu ça avant les communales. Alors, je vais prendre deux exemples. Et c'est l'opinion, d'abord l'opinion individuelle du juge Gérard Ngueko sur l'arrêt du 29 mars 2019. Hein? C'est la requête de 013/2017 d'un Béninois contre l'État du Bénin. Je le dis parce que, vous voyez, on fait des critiques à la justice. Il y a quelques biais de la justice nationale. Je voudrais dire que les mêmes biais, on les retrouve au niveau de la justice internationale. Parce que c'est les juges nationaux qui deviennent, c'est les juristes nationaux qui deviennent des juges internationaux, régionaux ou communautaires. C'est pour dire que toutes les critiques qu'on peut faire à des décisions rendues par des juridictions nationales, on peut faire les mêmes critiques à des décisions rendues par des juridictions internationales ou régionales. Je vais donc, allez-y. Par rapport à l'arrêt du 29 mars 2019 et par rapport à l'opinion individuelle de ce juge, Gérard Ngueko, c'est long, je ne vais pas vous lire tout cela.
Ça fait au moins 5 pages, mais... La quintessence. Oui, en gros, hein, surtout la conclusion. Hein. Il n'est pas, dans un premier temps, juste dans son opinion individuelle. La Cour, il notait que la Cour a omis de tirer une conclusion claire sur un point qu'il avait soulevé plus haut. Je vous fais grâce de cela. Ensuite, il trouve que la Cour a omis de refléter dans le dispositif certaines constatations faites dans le corps du texte. Et toutes ces omissions, dit-il, hein, c'est le juge, hein, c'est pas un béninois, sont problématiques car chacun sait l'importance du dispositif dans un arrêt. Hein, le dispositif, c'est quand on dit pas ses motifs et ce qu'on donne. Hein, c'est la même chose, hein, partout. Il dit que le dispositif contient seul les décisions de la Cour et une mesure ou une constatation qui n'y figure pas est réputée ne pas faire partie de la décision de la Cour. C'est le juge qui dit ça. Il continue. Il dit la Cour, hein, la Cour africaine, hein, des droits de l'homme, dans l'arrêt, cet arrêt que j'aime, a introduit dans le dispositif une mesure qu'elle n'a pas discutée dans le corps du texte. Ah, là, c'est extrêmement grave. Au total, concernant cet arrêt, il dit ces lacunes ou insuffisance dans la motivation de la position de la Cour sur certaines questions, jointes au manque de concordance entre la motivation et le dispositif sur certains points également, laisse malheureusement une vague impression de précipitation dans la production de l'arrêt de la Cour, précipitation qui ne sied naturellement pas à la sérénité habituelle de la justice. Quand vous parlez Qu'est-ce qu'on peut comprendre en d'autres termes de façon quand plus vous claire? parlez de calendrier, c'est en cela que je vous dis, voilà un juge qui a siégé dans la juridiction. Ce n'est pas un observateur comme nous dedans. Un juge qui a siégé dans cette formation à propos, et ça c'était avant les communales. Il dit qu'on note une certaine précipitation dans la production de l'arrêt de la Cour, précipitation qui ne sied naturellement pas à la sérénité habituelle. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une télécommande derrière? Mais on parle de précipitation. Donc on s'étonne qu'avant chaque élection, la Cour africaine sort une décision. Et un juge qui siège à l'intérieur de cette Cour trouve la production de l'arrêt anormalement précipitée. Donc il y a un problème. Ça, c'est un premier élément. En parlant des biais qu'on peut faire à des juges internes, ces biais, on les retrouve à l'international. Je prends un second exemple. Oui, allez-y. Toujours du même juge. Et cette fois-ci, c'est toujours un Béninois contre l'État du Bénin en matière de réparation, de préjudice. Je ne vais pas donner des noms, je ne vais pas donner des chiffres. Il y a des chiffres astronomiques, des demandes de 30 milliards de réparation pour préjudice ceci, et 3 milliards pour préjudice. Alors, en résumé, cette opinion dissidente, du juge siégeant à l'intérieur de la Cour. C'est toujours le même juge? Le même juge qui trouve que la seule compensation pécuniaire en faveur du requérant aurait dû dès lors concerner uniquement le deuxième aspect du préjudice moral allégué, à savoir les souffrances morales encourues par le requérant du fait de l'angoisse résultant du risque de destruction de ses entreprises, de la vie en exil et du risque d'emprisonnement en cas de retour au pays. Et à notre avis, c'est le juge qui parle, c'est pas moi. Le montant de la réparation de cet aspect du préjudice moral aurait dû être
symbolique et de loin inférieur à celui que la Cour a octroyé. Ici, de nouveau, la Cour a fait preuve, selon moi, c'est le juge qui parle, d'une générosité injustifiée. La Cour a fait preuve d'une générosité injustifiée. En conclusion, sur les 2 points de désaccord, dit le juge Gérard Ningeko, mon point de vue est que la réparation pécuniaire des préjudices légitimement constatés par la Cour doit demeurer ce qu'elle est, c'est-à-dire une mesure de simple compensation et non une source d'enrichissement pour le bénéficiaire. Donc, quand on dit compensation, En d'autres il termes, faut remettre, que peut-on comprendre il faut remettre les choses en l'état où c'était avant la survenance des événements. Donc, voilà 2 exemples que je viens de vous donner pour dire que les reproches qu'on peut faire à la justice internationale, les mêmes reproches se trouvent à l'échelon international. On peut faire la justice nationale, oui. Pour dire qu'une précipitation de la production d'un arrêt peut être interprétée comme téléguidée. Et que la générosité injustifiée d'un arrêt peut être également interprétée comme téléguidée. Donc, voilà des exemples, des exemples. Mais ces exemples-là que vous avez cités, là, qu'est-ce qu'ils nous apportent dans le débat actuel? Est-ce que ça nous permet de dire que les décisions sont téléguidées? Est-ce que ça nous permet de dire que les décisions ne sont pas véritablement crédibles ou bien qu'elles sont motivées en quelque sorte? J'en viens. Ça, c'est un préliminaire d'ordre général et de nature procédurale pour vous permettre de comprendre que des dérives, il y en a un peu partout et que les juges sont des êtres de chair et de sang. Ce n'est pas des personnes désincarnées, c'est des personnes qui vivent dans leur société avec tout le haut et le bas qu'on peut avoir. C'est pour vous situer l'environnement. Par rapport à la décision de la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme concernant la révision de la Constitution au Bénin, avant d'aborder cela, j'ai dit au départ que c'est une décision qui avait l'air d'un manifeste, c'est-à-dire une décision idéologisée. C'est comme des activistes des droits de l'homme qui ont écrit cette décision. Ça, c'est le premier élément. Décision idéologisée. Second élément, par rapport à la révision de la Constitution. Et là également, il faut donner quelques explications sur les mécanismes. Parce que ici, il y a un problème de droit interne et de droit international. Il y a un problème d'application des décisions de justice internationale, comme vous l'avez dit dans votre questionnaire. Alors, il y a 2 systèmes d'intégration du droit international, des traités, notamment la Charte africaine des droits de l'homme sur la démocratie. Il y a le système moniste et le système dualiste. Le Bénin, c'est le système moniste. Ça veut dire quoi? Les traités, et si vous prenez notre constitution, les traités auxquels le Bénin a souscrit, les chartes et leurs instruments font partie intégrante de notre constitution, ce qu'on appelle le droit positif. Si vous voyez la constitution, vous voyez que ces textes-là, Charte africaine des droits de l'homme, tout ça là, c'est annexé à notre. Donc, le Bénin est dans un système moniste. Le droit positif, c'est un seul. Et c'est en cela que la dernière décision de la Cour concernant la révision a quelque chose d'absurde et de suicidaire. Et je vais vous l'expliquer. Nous sommes dans un système moniste de droit. Le Bénin n'a pas 2 constitutions. Et ça, c'est important. Le Bénin n'a pas 2 constitutions. Le Bénin a une seule constitution, celle du 11 décembre 90, révisée
ou amendée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11. Donc, le Bénin n'a qu'une seule constitution. Et à l'article 2 de la loi de révision de 2019, vous pouvez lire ceci. Article 2. La présente loi constitutionnelle portant révision de la Constitution n'établit pas une nouvelle constitution. Le Bénin n'a qu'une seule constitution. C'est important de le dire pour comprendre que les juges ont raisonné par l'absurde. Et je vais vous donner des exemples terre à terre. Oui, allez-y. Oui, ils ont raisonné par... Nous avons une seule constitution. Nous sommes dans un système moniste. La charte sur laquelle la Cour s'est fondée pour prendre cette décision fait partie intégrante de cette constitution. Et vous demandez aux autorités béninoises d'abroger cette constitution, l'unique constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sciez les branches sur lesquelles vous êtes assis, que la Cour elle-même, c'est en cela que c'est un raisonnement par absurde, vous dites d'abroger cette constitution. Or, c'est cette constitution que certains ont appelé bloc de constitutionnalité, comprenant les traités, les chartes, vous dites, on enlève ça, ça devient quoi? Ça veut dire que c'est une décision suicidaire. Et pour la Cour africaine des droits de l'homme, et pour le Bénin. C'est-à-dire, c'est un reniement, puisque l'État du Bénin, et comparaison n'est pas raison, mais je vais vous dire, l'État, en matière de recouvrement de créances, quand il y a recouvrement de créances en des individus, il y a ce qu'on appelle les procédures d'exécution. Le débiteur peut être exécuté, le créancier peut l'exécuter sur ses biens. Mais l'État est hors de gage. L'État est insaisissable. Parce que si on saisit l'État est failli, c'est le peuple, tout le monde. Donc ça, c'est des exemples juste pour vous montrer ce que c'est qu'un État. Et qu'on la puissance d'un État et son incarnation. Ne peut pas être traité comme n'importe. Je prends un autre exemple. Dans les contrats de droit administratif, on dit que ces contrats comportent des clauses exorbitantes du droit commun. C'est-à-dire, si vous contractez avec l'État, vous êtes un individu, vous êtes un personnel, vous devez savoir que vous avez affaire à une personne de droit qui a des clauses exorbitantes du droit. Vous ne pouvez pas lui opposer des dispositions qu'on oppose à tout individu de façon directe. Donc, voilà deux exemples qui vous montrent le caractère de la nature spéciale de l'État. Voilà que cette décision demande à nos autorités de se faire harakiri, de s'aborder, c'est-à-dire de se suicider. C'est-à-dire que si l'État du Bénin venait à appliquer cette décision, l'État n'existerait plus. Ça veut dire que c'est une décision suicidaire. Ça ne peut pas trouver application. Le droit international, Convention de Vienne, dit que les décisions de cette nature doivent être appliquées de bonne foi. Alors, si la bonne foi doit m'amener à me suicider, est-ce que je l'appliquerai? Je donne un exemple. La Cour constitutionnelle du Bénin, qui est la plus haute juridiction du Bénin, dont les décisions sont recours. Sont sans recours. Sont sans recours. Si elle m'ordonne, et ça c'est le raisonnement par absurde, si elle m'ordonne à moi de me jeter dans la mer pour que les droits humains continuent d'exister au Bénin, est-ce que moi je vais me jeter dans la mer pour faire plaisir ou bien, je ne sais pas, pour que les décisions de la Cour s'imposent à tout le monde? Je vais moi me jeter dans la mer? Je vais me suicider? Même les Écritures saintes disent que l'homme n'a pas droit de vie sur sa propre vie. Donc vous voyez l'absurdité de cette décision. On demande à l'État béninois de se suicider. Maître Abraham suicider. Vous dénoncez la procédure, les procédés, mais vous qui avez été président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pendant 3 années, dites-nous comment s'effectue l'exécution des décisions de justice à l'international. Ben voilà, c'est ça que je te dis. Quand le juge a fini de juger, il y a un principe procédural qui dit que le juge se dessaisit de la... Quand vous rendez votre décision, vous êtes dessaisi. Le reste, c'est d'autres organes, n'est-ce pas, de l'État ou des États qui mettent en œuvre l'application de cette décision. C'est ça que je dis.
que dans le cas de la Cour africaine, n'ayant pas de police, n'ayant pas de truc, ne peut pas faire exécuter. Donc, elle est obligée de s'en référer aux autorités de l'État concerné, en l'occurrence ici, le Bénin. Alors, je dis de bonne foi, le Bénin ne peut pas se suicider. Donc, de bonne foi, c'est de bonne foi qu'on applique cette décision. C'est de bonne foi que le Bénin doit appliquer cette décision. Je dis de bonne foi, le Bénin ne peut pas se suicider. Le Bénin ne peut pas s'exister d'existence parce que abroger ça veut dire qu'il n'y a plus d'État, qu'il n'y a plus de constitution. On va vivre comment? Donc, vous voyez que c'est une décision hérésie. En aucun cas. C'est-à-dire que les juges sont allés au-delà de... mais vous dites à un État de prendre des décisions suicidaires à cet État. Comment on peut appliquer une telle décision? Mais en tant qu'acteur politique, quelle est votre appréciation du fait que la plupart des acteurs politiques, également de l'opposition, vont se plaindre devant cette juridiction par rapport à la démocratie, l'état de droit au Bénin? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné que les critiques qu'ils émettent sur la justice béninoise sont plus ou moins fondées quand ils disent que la justice au Bénin n'est plus libre? Pour vous, qui avez été garde des Sceaux, qui avez été quand même des fonctions assez hautes au Bénin, qui avez vu quand même l'évolution du pays, est-ce que ces critiques-là sont fondées véritablement sous le régime du président Patrice Talon? Vous savez, en matière de justice, on respecte toujours l'institution. C'est des individus, c'est des êtres. Quand on parle d'indépendance de la justice est indépendante. Vous prenez n'importe quel texte de constitution, des textes de loi, c'est garanti. Ça garantit l'indépendance. L'indépendance du juge est garantie financièrement, administrativement. Ce qu'on ne peut garantir, c'est la morale individuelle de chaque juge. Ça, on n'y peut rien. Que ce soit à l'interne, que ce soit à l'international. C'est ce que je vous dis. Donc, tous les reproches qu'on fait à certains juges à l'interne, les mêmes reproches, on peut faire ça aux juges internationaux. Donc, que ce soit le Bénin, que ce soit la Cour de justice de l'UEMOA, la Cour africaine des droits de l'homme, c'est même bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, c'est pour vous dire que de ce point de vue, l'homme est ce qu'il est. Je vous ai dit que les juges ne sont pas des personnes désincarnées, c'est des personnes de chair. C'est la personnalité du juge qui assure son indépendance. Donc, on vous dira, c'est le pouvoir politique, vous verrez ailleurs, c'est le pouvoir d'argent, ailleurs encore, vous verrez, c'est le pouvoir sociologique, c'est les pressions, etc. C'est le juge qui assure son indépendance. Sinon, au plan des garanties constitutionnelles, c'est acquis que la justice est indépendante. Il faut que cela soit dit. Ce qu'on reproche à l'interne, ça se reproche également à l'international. Mais quel est votre commentaire sur ce procédé, d'aller se plaindre chaque fois Non, tant que nous sommes... Bon, vous voyez, bon, vous savez, l'opposition a sa stratégie. L'opposition a sa stratégie. Elle estime que les acquis démocratiques sont bafoués. Pour mettre Abraham Nzinokwe qui avait connu 90, est-ce que c'est fondé, ces critiques? Ça va être un long débat quand nous parlons d'acquis de la démocratie. Vous savez, nous avons fait 30 ans de démocratie avec ses hauts et ses bas. J'ai l'habitude de dire que la conférence était une bonne chose. La constitution du 11 décembre est une bonne chose. La preuve, elle continue de nous conduire, mais qu'il y avait un boulet, c'était la réforme du système partisan qui est loupé complètement à la conférence. Ça nous poursuit jusqu'ici. C'est ces ratés-là du système partisan qui nous rattrapent et que nous nous retrouvons dans des situations plus ou moins ubuesques depuis 30 ans et que la démocratie béninoise vue de l'extérieur, la démocratie procédurale, la démocratie formelle, tous les 5 ans, on change. Quelqu'un qui voit ça de l'extérieur dit « Oh, bravo, tout va bien au Bénin ». Mais au fond, la démocratie substantielle, celle que le paysan d'un village du nord, du sud, cette démocratie qui revient à l'eau à boire, qui revient à la lumière, à l'électricité, aux voies pour évacuer ces produits, cette démocratie-là, nous sommes loin de celle-là. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit du développement. On ne parlera pas que de démocratie pour démocratie. La démocratie formelle, procédurale, n'est pas, de mon point de vue, la vraie démocratie. Il faut aller à la démocratie substantielle qui est le
développement. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il faut aller à la démocratie substantielle, Maître Abraham Zindokwe. Vous avez marqué l'histoire du Bénin à votre façon. Déjà depuis 1995, vous étiez déjà président de la Cour suprême du Bénin. Vous qui avez connu un peu la Constitution de 1990, est-ce que les modifications qui ont été opérées à ce texte de loi étaient nécessaires pour la modernité du paysage politique et de la Constitution du Bénin? C'était nécessaire. Depuis la première mandature du renouveau démocratique, les laïcs étaient là, surtout à la période électorale. On a vu toutes sortes d'hérésies ici, avec des compromis, des compromissions. Il y a même des moments où la liste électorale, c'est le jour de l'élection qu'on inscrit des gens sur la liste électorale. Le jour où il y a l'année où il y a le fameux chaos, tout ça là. Moi, j'ai toujours voté de ma vie depuis que je suis majeur, mais cette année-là, je n'ai pas pu voter, alors qu'on a amené un instrument moderne qu'est la LEPI. Donc, c'est vous dire que ça a été la sagesse des Béninois qui a fait que durant 30 ans, il y a eu trop des dates d'élection. On parle, peut-être on en dira un mot, on parle de mandat, ce n'est pas la première fois que la date de prestation de serment ou de fin de mandat a été consacrée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, parce que ça fait objet de polémique et de controverse depuis quelques temps? C'est le 1er avril, dans la Constitution, c'est le 1er avril, mais c'est le 6 avril parce qu'il y a eu des ratés, il y a des serments qu'on devait reprendre, il y a des élections où les candidats en ligne se sont désistés, ça a fait tout. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a décalage de date, de calendrier. Et nos amis opposants se prévalent de ça pour dire le 5 avril, c'est fini. Il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Et je peux vous dire que c'est des arguties. C'est des arguties politiques. L'opposition, au lieu de jouer les règles du jeu, se cache derrière des arguties et malheureusement, je leur demande, se cache derrière l'étranger. Vous verrez, vous avez vu pour les législatives, comment le consensus était acquis à l'Assemblée et qu'à la dernière minute, nos frères, nos opposants se sont rebiffés pour me remettre en cause. Et sous le fallacieux prétexte de 100 oppositions, pas d'élection. C'est un mot d'ordre, c'est une erreur fatale. Mais Maître Abraham Zindokwe, j'avais envie de recueillir auprès de vous votre lecture du modèle démocratique en Afrique. Est-ce que pour vous, la démocratie, son expression, sa manifestation résulte dans ce que certains théoriciens caricaturent d'une majorité qui approuve tout et une autre minorité qui bloque tout? Non, bon, c'est... Est-ce que la démocratie, c'est en quelque sorte ça? Bon, vous savez, on sent un effritement des démocraties libérales, partout, pas que seulement en Afrique, dans le monde entier. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose, c'est le système, comme disait Churchill, c'est le plus mauvais régime, la démocratie, à l'exception de tous les autres qu'on a pratiqués jusque-là. Il n'y a pas de meilleur que celui-là, mais il trouve que c'est le plus mauvais. Mais c'est encore, il faut bien que des êtres vivants ensemble en société, trouvent une modalité de vivre ensemble. Donc ça a été le principe démocratique, mais notre démocratie est une démocratie représentative, ne l'oublions pas, entre deux élections où le peuple va par le vote exprimer sa souveraineté, c'est par ses représentants que sont la plupart l'Assemblée nationale, les députés et de façon spéciale le chef de l'État qui est élu au suffrage universel. C'est vrai que sur ce plateau, vous n'avez pas voulu porter cette casquette d'acteur politique, mais je m'en voudrais de ne pas vous interroger sur le sens réel de cette réforme du système partisan qui a été effectuée. Qu'est-ce que cela a résolu comme problème? Est-ce qu'il y a un problème qui a été résolu ou ça a contenu des problèmes? Ça a résolu beaucoup de problèmes. Ça a été une plus-value pour notre démocratie. Je vous ai dit que la faille de la conférence nationale, c'était le système partisan qui était laissé à volo. C'était un système partisan où on a parlé de multipartisme intégral au Bénin, on a parlé de pluralisme intégral des médias au Mali,
on montrait le Bénin et le Mali comme les enfants, les meilleurs élèves de la classe. Vous voyez bien ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire on a pris le pluralisme intégral comme la forme de démocratie parfaite. Or, le contexte africain qui est le nôtre, où le multipartisme intégral s'est mué, s'est transformé en multi-ethnisme intégral, il y a risque pour la nation. Il y a risque pour le vivre ensemble. Chacun se repliant sur son ethnie, chacun se repliant sur son village, crée sa formation et vient marchander. C'est extrêmement grave. Si on n'avait pas fait ces réformes-là, on risquait une guerre civile comme on en a vu au Mali. Donc c'est une plus-value énorme. Et dites-vous que toute la classe politique était d'accord sur cette réforme-là à la 7e législature, qui était une mandature bigarrée, multicolore. C'est cette assemblée-là qui a voté les lois qui nous ont amenés à ce que nos frères qualifient d'assemblée monocolore. C'est l'assemblée multicolore, bigarrée, où il y avait toutes les tendances qui ont voté les lois, vous savez, et qui nous ont amenés à ça. Alors on s'étonne aujourd'hui qu'on parle de monocolore. Il n'y a rien de monocolore. La loi, c'est la loi. Et les représentants de la nation exercent la souveraineté. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et dans une démocratie représentative, c'est la loi de la majorité. C'est comme ça, il n'y a pas mieux, et c'est comme ça. C'est vrai, Maître Abraham Zouidouroué, vous êtes un des soutiens du président de la République, le président Patrice Talon. Vous êtes un acteur politique, et même si vous ne voulez pas évoquer cette casquette au cours de cette émission, en tant que citoyen, dites-nous quelle est votre appréciation de la tournée nationale du chef de l'État dans les communes du pays, une tournée que d'aucuns qualifient de reddition des comptes et d'auto-évaluation. Oui, vous savez, dans la République, chaque personnalité exerce ses prérogatives, ses fonctions. Il y a ce qu'on appelle la fonction de contrôle. Tout chef doit savoir contrôler. C'est la mise en œuvre de cette fonction-là de contrôle du chef. Le chef contrôle. Quand le chef donne des moyens, quand le chef met au travail, quand le chef instruit pour des activités, à un moment donné, il met en œuvre sa fonction de contrôle. C'est ça que fait le président Talon en tant que chef de l'État, chef du gouvernement. Il a un programme d'activité, il a un programme d'action, projet de société. Il a exercé cette fonction 4 ans. Il va vers la fin de son mandat. Il est tout à fait logique, dans sa fonction de contrôle, d'aller sur le terrain, voir ce qu'il a instruit. Est-ce que les choses sont passées de cette manière? Et en tant que chef, une rédaction de compte, voir ce qui a manqué, ce qui a marché et ce qu'il faut améliorer. Je crois qu'il est dans son rôle. C'est une fonction de contrôle. Il n'y a aucune polémique autour de cette tournée-là. C'est une question de méthode. D'autres auraient pu, chaque mois, aller contrôler, se transformer en député, se transformer en préfet, se transformer en maire. Ça, chacun a sa méthode. Vous ne pouvez pas aller contrôler quelque chose que vous avez ordonné, qui n'a pas encore pris corps. Ce serait de la balade, ce serait du populisme. Je crois que le président Talon n'est pas dans cette logique. C'est quelqu'un qui instruit, qui donne les moyens, qui se donne un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il est dans le moment de contrôle. Il est en train de faire ce contrôle. Il est en train de faire une reddition de compte. Voilà, vous m'avez élu à un moment donné. J'ai dit ci, j'ai dit, j'ai ordonné ceci, cela. Est-ce que c'est fait? Il donne la parole aux représentants du peuple, partout où il va. Les élus locaux, les maires disent où ils en sont. Parlons de parole. Quelle est votre appréciation du discours, du langage tenu par le chef de l'État? C'est beaucoup d'encre de salive. Bon, c'est un langage de vérité. Vous savez, seule la vérité libère. Les gens trouvent que, bon, le chef de l'État ne devait pas dire ça. Mais le mal de toutes les démocraties africaines, sinon mondiales, c'est la corruption. C'est l'impunité. Vous prenez le monde entier, là où il y a la corruption, là où il y a l'impunité, prenez le Liban. Il y a eu des casses. Il y a eu, ça fait des années que cette bombe à retardement était au port.
on n'a jamais sanctionné les gens. Vous voyez le mal que ça fait. Donc l'impunité est telle que c'est une gangrène pour les démocraties. Donc le chef de l'État a été clair. Il a dit, il n'a cité personne, c'est Paul ou Jacques. Il a dit, ça a été un système et tous les Béninois ont été victimes de ce système. Sauf celui qui ne veut pas se dire la vérité peut dire, qu'est-ce qu'il dit? Hein, quand il vous appelle faux, voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai pour les gens. Et c'est tout ça. Dans sa reddition de comptes, il fait également de la pédagogie, hein, de l'éducation, de la formation, du civisme aux adultes pour que les gens puissent changer. Vous savez, changer de mentalité, c'est difficile. Beaucoup d'hommes politiques vous disent, c'est ça, on vous fait des diagnostics, tout le monde dit, il faut changer la mentalité. On le dit, mais qui va changer de mentalité? Personne. Quand il s'agit de soi-même, personne n'est prêt. C'est ça qu'il a essayé de mettre sur la place publique pour que nous puissions nous regarder nous-mêmes et voir, faire notre auto-examen pour que chacun... Parce que si on dit il faut changer. Mais le changement est d'abord individuel. C'est chacun sa conscience qui fait que tout le monde finit par aller dans la même voie. Je crois qu'il a fait œuvre de pédagogie, il fait œuvre de père de la nation, il a une vision, hein, c'est l'homme de demain. Les gens pensent qu'on ne voit que la prochaine échéance. Pas du tout. Ce n'est pas le développement d'un pays, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas un mandat, ce n'est pas 2, c'est toute une vie. Donc, il faut démarrer un jour et il a mis le doigt là où ça fait mal. Or, le Béninois est spécialiste des boucs émissaires. Quand ça ne va pas, c'est l'autre. Il ne cherche jamais à avoir sa part de responsabilité. C'est quand nous allons commencer à voir ce qui en nous ne marche pas que nous verrons comment nous pourrons aider notre pays. Tout le monde, il faut que l'État... L'État, c'est qui? L'État, c'est chacun de nous. L'État, c'est les impôts, les taxes que chacun de nous payons. Et il faut veiller à ça. Et c'est ça qu'on redistribue d'une manière ou d'une autre. Avant, la redistribution était au profit de quelques-uns. C'est pourquoi on n'avait pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. Ils voudraient, cette fois-ci, par la politique fiscale, par la politique sociale, cette redistribution se fasse au profit du grand nombre, au profit du villageois, hein, qui est loin de Cotonou, qui a besoin aussi de l'eau, qui a besoin de l'électricité, qui a besoin d'école, qui a besoin de maternité. Il voudrait que cette redistribution se fasse au profit des petits. Hein, des petits. Voilà. Alors, mais dites-nous, Abraham Dinokoui, qu'est-ce qui vous rend si admiratif de la gouvernance du président Talon? Pour moi, l'homme, c'est pas un idéologue. C'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Hein, c'est un réaliste. Il fait de la réelle politique. C'est un homme. Il était un capitaine d'industrie, hein, et seuls les résultats comptent pour les capitaines d'industrie. Je crois que c'est cette méthode qu'il essaie d'insuffler un peu à notre vivre ensemble et qui dérange des habitudes. Et c'est vrai, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Et je crois que nous devons faire un effort. Donc c'est un homme de vision. Il voit loin. Et c'est quelqu'un, il est honnête, quand il se rend compte que ça ne va pas, il se reprend, il corrige et il reprend sa voie. Je crois que c'est le plus important. Un homme qui sait être humble, hein, qui sait connaître ses insuffisances et qui les répare. Je crois que c'est le plus important qu'il faut retenir de mon point de vue du président Talon. Dernière question au cours de cette émission. Dites-nous quel est l'intérêt de la candidature de Patrice Talon en 2021? Pour vous, qui est un de ses soutiens, quel est l'intérêt? Ben, cela va de soi. Cela va de soi. En moins de à peine 4 ans et quelques, tout le monde a vu qu'il a amorcé, qu'il a mis le Bénin sur la rampe du développement. Mais ce n'est qu'un début. Je vous ai dit, le développement, ce n'est pas une affaire d'un mandat, de 2 mandats, même de 3 mandats. Donc l'intérêt, c'est qu'il puisse approfondir ce qu'on a démarré, notamment la réforme du système partisan, parce que ce n'est pas fini. Il y a des nostalgies de l'ancien ordre qui voudraient donc revenir aux distributions d'argent, etc. et qui n'arrivent pas, qui nous l'ont dit, si c'était avant, moi je serais parti. Il faut être honnête, c'est parce que le système fait qu'on ne peut plus faire comme avant. Et moi je crois qu'il faut
aller plus loin dans cette réforme-là, de manière à ce que dans ce pays, nous ayons au plus 3, 4 partis visibles, 5, 2 de la mouvance, 2 de l'opposition, où les choix soient clairs plutôt qu'une multitude, une foultitude, n'est-ce pas, de partis qui ne sont que des clubs, n'est-ce pas, électoraux, qu'on met rapidement en place à la veille d'élections, soit législatives, communales ou présidentielles. Bref, il faut aller le plus loin dans la réforme du système partisan, évidemment dans les autres réformes également, pour consolider ce qui a été entamé, pour consolider le développement dans un pays. Nous devons marcher sur 2 pieds, je l'ai toujours dit. Il y a certes la démocratie, il y a également le développement. À un moment donné, les aspects démocratiques sont mis en exergue et le développement, n'est-ce pas, en berne. À d'autres moments, les aspects du développement sont hissés en haut et quelques aspects de démocratie en berne. Ça dit qu'il est difficile que les deux aillent de front et de même intensité. Ce qui est sûr, il faut garder l'objectif qu'il nous faut et la démocratie et le développement. Je crois que c'est une question de mesure, de dosage, d'équilibre, et que quand vous déclenchez la lutte contre la corruption, contre l'impunité, il y a des intérêts. Et quand vous voulez nettoyer les écuries de corruption, il y a des intérêts qui sont mis en cause. C'est normal, mais après avoir nettoyé, il faut normaliser. Et je crois que nous sommes dans cette voie. Merci à vous, Maître Abraham Isidokwe. Je vais vous permettre quand même de regarder droit dans la caméra et de dire un mot à l'endroit de vos partisans, sympathisants et même peut-être militants de l'Union progressiste qui ont bien voulu accorder un petit temps, de leur précieux temps pour vous suivre ce dimanche matin. Eh ben, je ne peux que le dire félicitations puisque notre parti vient d'avoir 2 ans d'existence, le 2 dernier. Nous sommes encore dans la semaine des 2 années. 2 années, c'est peu. 2 années, c'est beaucoup. Et nous devons continuer à nos militants de garder le cap, comme nous avons l'habitude de le dire, le cap du développement, le cap de la démocratie, le cap d'aller plus loin dans les réformes, le cap d'aller loin dans la lutte contre la corruption, contre l'impunité pour le bien des Béninois. Merci à vous, Maître Abraham Isidokwe. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cette émission que notre invité à l'entame de cette émission a rappelé qu'il est là sur ce plateau en tant qu'expert, théoricien et praticien du droit. Il a eu l'impression, après avoir pris connaissance au premier abord de la dite décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne l'abrogation de la loi portant modification de la Constitution du Bénin. Pour lui, c'était un manifeste de droits humains, une décision idéologiste. Il a fait part des opinions individuelles et dissidentes qui jettent le doute sur la crédibilité des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le Bénin. Pour lui, cette décision a quelque chose d'absurde, de suicidaire, car le Bénin n'a pas de constitution. Il a rappelé que partout au monde, l'indépendance de la justice est garantie par les textes. C'est la personnalité du juge qui assure son indépendance. Et il faut aller à l'école de la démocratie substantielle et nous y sommes au Bénin, a-t-il martelé. Il a rappelé qu'au sujet de la prestation de serment du président de la République qui fait polémique depuis quelques jours, il a rappelé que dans la Constitution, c'est le 1er avril qui est inscrit, mais que cela a toujours chamboulé jusqu'à ce qu'on ait le 6 avril. Et donc la polémique actuelle est vaine et ne mérite pas d'être menée. On sent un effritement des démocraties libérales, a-t-il fait observer. Pour lui, la faille de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, c'est le système partisan avec le multipartisme intégral qui n'a pas été adopté avec nos réalités au Bénin. Pour lui également, la tournée du chef de l'État, lorsque nous rentrons dans le registre politique, la tournée, elle est une mise en œuvre de la fonction de contrôle du chef de l'État. Le chef de l'État a tenu un langage de vérité selon Maître Abraham Isidokwe. Il est un homme de vision, a-t-il rappelé. Il a exposé les méfaits de l'impunité de la corruption sur le développement d'un pays. Il est admiratif de la gouvernance du président Patrice Talon parce que Patrice Talon, chef de l'État, n'est pas un idéologue, il est un réaliste, un pragmatique et un honnête homme. Il a exposé en fin d'émission l'intérêt d'un second mandat du président Patrice Talon pour approfondir la réforme du système partisan afin de mettre définitivement un terme aux clubs électoraux. Pour lui, il faut consolider les bases du développement. Il faut la démocratie et le développement, les deux vont de pair, et non avoir la démocratie
démocratie et pas le développement ou le développement sans la démocratie. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zizidoro. Je rappelle, chers amis internautes, que notre invité de ce dimanche est universitaire et avocat de formation. Il est magistrat de profession, docteur en droit, procédurier, spécialité contentieux public et privé. Il a été président de la Cour suprême du Bénin de 1995 à 2000. Il a été membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont il fut le président de 2007 à 2010. Il a été élu député 3 fois au Bénin, soit à la première, à la 4e et à la 8e législature. Il a été aussi sous le régime défunt, ministre garde des Sceaux et porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les institutions. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin pour un autre numéro d'émission. J'allais dire dimanche prochain pour un autre numéro d'émission, mais on se retrouve demain matin pour Free Matin. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESAE TV.